Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire. J'espère que tout le monde me voit et m'entend bien. Sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir, donc soit via le chat. Bonjour Laurent. Laurent nous a rejoint. Vous devriez pouvoir voir également euh, Laurent à l'écran. Donc Laurent qui est notre analyste technique qui travaille avec nous depuis un petit moment maintenant, que vous retrouvez régulièrement toutes les semaines sur l'émission 100% marché tous les mardis à midi. Et donc Laurent est également président de l'AFAT, Association française des analystes techniques, et sera présent aujourd'hui et lors des prochains webinaires pour répondre à vos questions sur l'analyse technique. Je laisse la parole à Laurent. Merci, merci Mathieu. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez également de manière satisfaisante. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec donc l'AFAT, qui est l'Association française des analystes techniques et qui est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui a pour mission de faire la promotion d'une analyse technique de qualité méthodique. Et je vais donc, en tant que président de cette association, vous accompagner pour étudier ensemble les différents concepts de base de l'analyse technique. Alors, ce que je vais faire, c'est partager mon écran pour que vous puissiez voir avec moi les différents charts. Donc normalement, vous devriez avoir à l'écran le CAC 40. Mathieu, tu me confirmes que Oui, vous voyez moi, bien mon écran? bien le CAC 40 en visu. D'accord. Donc, c'est bougé. Alors, la semaine dernière, on a fait notre premier webinaire. C'était un petit peu, j'ai envie de dire, le débroussaillage. On a regardé un petit peu ensemble quelles étaient les raisons qui faisaient que les marchés bougeaient. On a donc regardé ensemble l'évolution des cours du point de vue des investisseurs, autrement dit pourquoi un actif s'apprécie, pourquoi il se déprécie, pourquoi il est parfois en range, qu'est-ce qui se passe dans la tête des opérateurs qui fait qu'à certains moments on assiste à un directionnel fort et puis à d'autres on voit que ça ne bouge plus trop. Et puis cette semaine, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est toujours dans cette démarche d'initiation, c'est de comprendre un petit peu ce qu'est une tendance, parce que c'est un des préceptes de base de l'analyse technique, de savoir reconnaître une tendance. Et donc aujourd'hui, pendant les 45-50 minutes qu'on va passer ensemble, eh bien, on va regarder ce qui caractérise une tendance et puis surtout essayer de comprendre à quel moment on peut dire qu'une tendance, par exemple haussière, est remise en question, à partir de quel moment une tendance haussière s'est retournée pour vous permettre donc de bien comprendre l'action des prix. Alors, avant que ce webinaire ne commence, Mathieu m'a dit qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées la semaine Effectivement. dernière. Alors peut-être Mathieu, avant qu'on enclenche, je pourrais répondre aux questions qui ont été posées, puis après on ira sur le Oui, sujet une d'aujourd'hui, les question a été tendances. posée par Alexandre, qui est d'ailleurs présent. Sa question était quelles sont les configurations possibles pour le Marubozu blanc? D'accord. Alors, et quel est le nom de la personne qui a posé la question? Alexandre. Ok. Alors, donc Alexandre pose une question sur les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, c'est une méthode de lecture de l'action du prix qui a été conçue au XIXe siècle par un trader qui spéculait sur les cours du riz et qui a donc mis au point une manière très visuelle et très pratique de voir les 4 prix les plus importants de la journée.
Les 4 prix les plus importants de la journée, c'est le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut de la journée et le plus bas de la journée. Et en fait, si je vais zoomer, je vais vous montrer en quoi cela consiste. Voilà, je vais faire un très gros zoom. On va prendre, tiens, on va prendre la bougie de la séance d'aujourd'hui sur le CAC 40. Voilà, je vais vraiment la zoomer pour vous permettre de bien voir. Donc ça, c'est l'évolution des cours en intraday sur le CAC 40. Alors, sur les bougies japonaises, lorsque la bougie est blanche, ça veut dire que la séance est positive. Lorsque la bougie est noire, cela signifie que la séance est négative. On voit sur le CAC 40 que la bougie du jour est une bougie blanche. Donc, c'est une séance positive pour l'indice parisien. Le cours d'ouverture, il se trouve ici. C'est-à-dire que sur la bougie, vous avez 3 parties. Vous avez le corps de la bougie, qui est représenté par ce grand rectangle. Vous avez la mèche basse et vous avez la mèche haute. Le point de départ de la bougie de ce jour, c'est ce point ici à 4793 points. Le marché ce matin a ouvert sur ce niveau. Il est d'abord parti à la baisse jusqu'à 4770 points et puis il est remonté. Et à partir du moment où en remontant, il a franchi son cours d'ouverture, eh bien, la mèche basse s'est formée et le corps a également pris forme. Le marché est monté jusqu'à 4828 points et puis on voit maintenant qu'il y a un léger rejet puisqu'on est maintenant à 4824 points. Donc, sur la séance d'aujourd'hui, vous voyez que le cours a ouvert sur ce niveau, que d'abord il a baissé et qu'ensuite il est remonté, d'où la création de cette mèche basse. Si maintenant on regarde une autre bougie, regardez cette bougie ici, la bougie du 9 novembre. J'espère que vous la voyez bien. Je la vois bien. En tout cas, moi, je la vois bien. J'espère que vous aussi. D'accord. Alors, regardez cette bougie donc du 9 novembre. Elle est très différente. Pourquoi elle est très différente que la bougie que je viens de vous montrer de la séance d'aujourd'hui? Eh bien, la bougie du 9 novembre, je vous laisse la regarder attentivement. Vous voyez qu'elle a une toute petite mèche basse et qu'elle n'a pas de mèche haute. Qu'est-ce que ça signifie que la bougie n'a pas de mèche haute? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Le fait que la bougie n'ait pas de mèche haute signifie que le cours le plus haut de la journée, c'est le cours de clôture. Okay? Ça veut dire qu'on a finalement des opérateurs qui ont été tellement convaincus de la nécessité de payer les actions qui constituent le CAC 40 pendant cette séance-là, ils ont été tellement enthousiastes que finalement ils ont continué d'acheter, et en fait leurs achats n'ont été interrompus que par la séance, que par l'horaire de clôture de la Bourse de Paris, qui fait que le dernier cours qui a été, la dernière transaction qui a eu lieu sur le marché représente le point le plus haut de la journée. C'est donc, du point de vue de la psychologie des opérateurs, une bougie extrêmement significative. Cette bougie où finalement les cours les plus hauts de la journée sont les cours de clôture. De la même manière, regardez, le marché ouvre sur un plus bas, il y a une, j'ai envie de dire, il y a une micro-mèche sur les premiers échanges, et puis tout de suite ça part à la hausse. La différence entre cette petite mèche et cette mèche ici qui est beaucoup plus grande, c'est important parce que ça veut dire qu'en ouverture de séance, il n'y a eu finalement aucune opération d'achat significative de manière à faire baisser les prix. Dès que le marché a ouvert, les opérateurs sont passés à l'achat. Donc, un Marubozu, que ce soit un Marubozu blanc, c'est-à-dire un Marubozu qui caractérise une très forte séance de hausse, ou un Marubozu noir qui caractériserait une très forte séance de baisse, dans les deux cas, les Marubozu caractérisent des journées où le consensus est très très fort, où il y a littéralement un camp
en l'occurrence sur cette journée du 9 novembre, un camp qui étouffe littéralement l'autre, puisqu'on voit bien pendant cette séance que le marché n'a fait que monter. Donc, vous avez compris maintenant les caractéristiques d'un Marubozu. C'est une bougie qui est extrêmement rare parce qu'en général, il y a toujours des petits pullbacks en fin de séance, d'où l'apparence de mèche haute. Donc les Marubozu sont des bougies qui apparaissent rarement sur le marché. Pour qu'elles aient une signification vraiment puissante, il faut que ces Marubozu soient placés à certains endroits sur le marché. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? On a sur le CAC 40 un trading range qui a commencé au mois de juillet et on a une bougie qui ouvre à peu de choses près sur le bas du range et qui clôture à peu de choses près sur le haut du range. Okay, bon, ça nous dit quand même qu'il s'est passé quelque chose cette journée-là et qu'on a des opérateurs qui sont quand même assez boules. Mais pour que le Marubozu, et c'est la question de notre auditeur, prenne véritablement une signification vraiment importante, un Marubozu blanc, c'est-à-dire qui caractérise une journée de forte hausse, qui vient après un marché qui a beaucoup baissé. Imaginez par exemple un marché qui a baissé pendant 4-5 semaines et qu'au terme de cette baisse, on est à un très grand Marubozu blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché a baissé pendant tout ce temps-là et que cette journée où le Marubozu est apparu, on a tout d'un coup un changement de psychologie sur le marché. On a des acheteurs. Alors, ces acheteurs, quand on a un Marubozu blanc, peuvent être de deux natures différentes. Ça peut être des vendeurs qui débouclent leur position vendeuse, qui étaient donc des vendeurs à découvert et qui, en débouclant leur position vendeuse, vont acheter le marché, ou alors ce sont des opérateurs qui simplement considèrent que un niveau de support important a été atteint et que le prix actuel est une opportunité de rentrer pour pouvoir anticiper un rebond. D'accord? Donc les Marubozu sont d'autant plus importants qu'ils viennent après une tendance, positive ou négative. De la même manière, si on a une tendance haussière et que dans cette tendance haussière, on a un très grand Marubozu blanc, toujours. Qu'est-ce que ça nous dit? J'espère que vous me suivez. Ça nous dit qu'on a eu un marché. Ça veut dire qu'on a eu une tendance qui a été haussière et tout d'un coup, on a une sorte d'excès sur le marché qui fait qu'on a une énorme bougie blanche qui vient à la fin d'un marché haussier. Ça nous dit que le consensus est tellement haussier que tous les opérateurs sont venus acheter ce marché et que par conséquent, il y a un risque de baisse. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez que ce qui fait bouger les cours de bourse, plutôt les cours de bourse, évoluent selon un système d'enchères. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour payer un certain prix, et puis quand il n'y a plus de vendeurs à ce prix-là, on monte sur le grade supérieur, sur le palier supérieur, on voit s'il y a des vendeurs, et c'est comme ça que ça monte. Mais si tout le monde a acheté le marché et qu'on a un énorme Marubozu blanc tout en haut d'un rallye, ça veut dire que tout le monde est déjà long. Ça veut dire que tout le monde possède déjà l'action ou l'actif. Ça veut dire que, à contrario, il n'y a plus personne pour continuer de payer. Les marchés ne montent que parce qu'on a des investisseurs qui continuent de surenchérir. Si on est sur un marché où le consensus est tellement fort, et j'ai presque envie de dire trop fort, et qu'on a un énorme Marubozu blanc à la fin d'un rallye, ça veut dire que tout le monde a acheté le marché et que par conséquent, il n'y a plus personne pour continuer de l'acheter et que par conséquent, il y a un risque de baisse derrière. À l'inverse, si on a un Marubozu noir à la fin d'une très forte baisse, regardez, là, c'est pas du tout un Marubozu noir que vous voyez ici, et c'est pas une forte baisse. Mais imaginez qu'on ait une très grande baisse et qu'on ait un Marubozu noir ici. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que le marché a baissé. Les opérateurs ont vendu. Et puis à un moment, il y a cette énorme bougie noire qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dégoût qui apparaît et tous les opérateurs se débarrassent
de l'actif. Et il y a donc cette énorme bougie noire qui apparaît, un Marubozu noir en fin de baisse. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que tout le monde a liquidé cet actif et que par conséquent, il n'y a plus de vendeurs. Et comme il n'y a plus de vendeurs, ça veut dire que un Marubozu noir qui apparaît en fin de baisse, ça peut potentiellement, il faut toujours être très mesuré, ça peut potentiellement annoncer la fin de la baisse et un retour des acheteurs parce que justement, il n'y a plus de vendeurs. Voilà, donc je pense que si ça vous intéresse, on pourra passer plusieurs séances ensemble sur les bougies japonaises parce que c'est tout à fait passionnant. J'espère que j'ai répondu par rapport à cette question concernant les Marubozu, qui sont des événements un petit peu exceptionnels sur les marchés et qu'il faut donc considérer avec beaucoup d'attention. Mais attention, le Marubozu seul ne fait pas le signal. Un Marubozu en milieu de range est moins puissant qu'un Marubozu qui vient sur un breakout ou sur une fin de tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Voilà. Est-ce que Mathieu, il y a d'autres questions? Oui, justement, une question qui, dans la continuité en fait des chandeliers japonais. Avant de la poser, je voudrais répondre à Thérèse, donc qui demande l'orthographe de Marubozu. Donc Laurent, si vous me Alors, corrigez, ça, oui, alors, ça, exactement, Marubozu. exactement. Voilà, donc Thérèse, vous avez l'orthographe Marubozu. Maintenant, je passe à la question de Philippe, donc, qui demande si, selon vous, euh, quels sont les chandeliers japonais remarquables constituant avec une forte probabilité d'occurrence une figure de retournement? Alors, je crois qu'il faudra qu'on fasse un webinaire spécial chandelier japonais pour pouvoir donner des éléments complets sur ce type de questions. Mais pour répondre quand même aujourd'hui, hein, dès maintenant, les bougies japonaises, parfois, prennent, sont disposées de telle manière à ce qu'elles annoncent des retournements. Il faut savoir qu'on a des bougies qui sont uniques, on a des combinaisons de bougies qui sont à deux bougies en duo, et on a des combinaisons de bougies qui sont à trois bougies. Donc typiquement, un marteau, c'est une bougie potentielle de retournement en une figure, en une seule bougie. C'est le marteau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un marteau, peu importe, on pourra éventuellement revoir ça ensemble dans un autre séminaire. Mais pour ceux qui connaissent un peu les bougies, un marteau, c'est une bougie qui annonce potentiellement la fin d'une baisse. On a également des figures de retournement en bougie avec deux bougies. Par exemple, une pénétrante, où on voit une première bougie noire dans le sens de la tendance et puis une deuxième bougie qui vient contredire la précédente. Et puis, on a les combinaisons de bougies en trois bougies. Et ça, ce sont les plus puissantes. Alors, je pense par exemple aux étoiles du matin ou aux étoiles du soir. Là, malheureusement, j'en ai pas à vous montrer sur ce graphique. Je vais peut-être essayer de chercher sur un autre graphique si j'en vois une. Non, j'en vois pas ici non plus, mais peu importe. Donc, quand on voit une combinaison de trois bougies à la hausse comme une étoile du matin ou à la baisse comme une étoile du soir, ce sont des signaux qui sont envoyés qui sont beaucoup plus puissants qu'une simple étoile filante ou qu'un marteau. Donc, pour répondre à notre auditeur Mathieu, les combinaisons de bougies les plus remarquables sont celles qui se structurent sur plusieurs séances, et plus on aura de bougies pour former le retournement, plus on aura de chances statistiquement d'avoir un retournement du consensus. Parce que une seule bougie comme un marteau, c'est beaucoup moins puissant qu'un marché qui se structure autour d'un support et qui va se retourner avec 3, voire 4 ou même 5 bougies. Quand on a les sommets en tour, par exemple, on peut avoir 4 ou 5 bougies qui forment en fait ce bloc de retournement. Donc, plus on a de bougies, plus c'est significatif. Merci Laurent. Donc nous avons de nouveaux participants qui rejoignent. Je vous rappelle que la première partie donc
que vous avez manqué sera disponible lorsque nous mettrons ce webinaire en replay sur notre site. Philippe fait une remarque en disant qu'il y a une étoile du matin début novembre 2016. Donc, Laurent, je vous laisse chercher cette étoile du Ouais. matin si tu la trouver. Je vous Sur, sur, rappelle que... Pardon. sur le S&P ici, j'imagine que c'est ici à laquelle notre auditeur fait allusion. Oui. C'est pas tout à fait une étoile du matin mais notre auditeur n'a pas complètement tort parce que dans l'esprit, ce retournement peut être associé à une étoile du matin. Mais si on est vraiment un puriste, et parfois il ne faut pas trop l'être, parce que si on est trop orthodoxe dans l'identification des figures, ben en fait la figure parfaite elle n'existe pas. Donc c'est toujours beaucoup plus comprendre l'esprit qui anime le marché plutôt que de chercher la figure parfaite. Donc effectivement, ces trois bougies ici annoncent un retournement. Alors c'est pas vraiment une étoile du matin, parce que le corps pour notre auditeur, le corps de cette bougie noire, il n'est pas suffisamment grand. J'aurais aimé voir une grande bougie noire, ce petit doji et puis la grande bougie blanche. Hein. Mais je pinaille. Donc, c'est pas exactement une étoile du matin, mais notre auditeur a raison. Ici, on a une combinaison qui nous montre que le marché baissait, sur le support, il s'est stabilisé, et puis là, gap haussier et énorme bougie blanche. D'ailleurs, cette bougie blanche, c'est un Marubozu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mèche basse et on a à peu de choses près, quasiment pas de mèche haute. Donc ça veut dire qu'on a un retournement extrêmement significatif. Donc j'ai envie de dire pour l'étoile du matin, bof, c'est pas exactement ça. En revanche, dans l'esprit de l'étoile du matin, c'est tout à fait ça. Et le Marubozu et le gap haussier viennent confirmer la validité du support et le rebond potentiellement en jeu. D'accord. Donc Philippe a bien compris votre réponse, Laurent. C'est au tour donc de Stéphane qui vient de nous poser une question, enfin vous poser à vous la question. Il souhaiterait que vous lui indiquiez, si possible, comment se positionner pour faire des prévisions journalières, soit en 15, soit en 30 minutes, ou différentes tailles de bougies. Et, Je comprends pas la question, Mathieu. est-ce qu'il doit se paramétrer, j'imagine, ses bougies en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en moins, pour se positionner pour faire des prévisions journalières? Alors, euh, J'ai bien compris la question de Stéphane. Stéphane, euh, déjà, faire des prévisions journalières, c'est pas tout à fait la manière correcte de voir les choses. Parce que si on pouvait prévoir, moi si je pouvais prévoir, je rentrerais 3000 contrats sur le CAC quand ça va monter, parce que comme mes prévisions seraient correctes, je serais sûr de gagner de l'argent. Donc si on est sûr de gagner de l'argent, autant mettre le maximum. Donc en fait, on ne prévoit pas. On met en place des scénarios, des hypothèses de travail, et on mesure son risque. C'est ça qu'on fait. On fait pas des prévisions, on fait pas des pronostics. On essaye simplement de gérer son risque correctement, de manière. Qu'est-ce que ça veut dire gérer son risque correctement? Ça veut dire, comment dirais-je, euh, tailler la position que vous allez prendre de telle manière que si vous faites une perte, ça ne change rien à la physionomie de votre portefeuille. Hein. Là, on s'écarte un petit peu de l'analyse technique, mais c'est pas grave, et on rentre plus dans le money management et dans le trading. Mais pour répondre à votre question, il faut que le risque que vous preniez ou que vous voulez prendre sur une idée de trading, si cette idée est fausse, parce qu'il faut toujours avoir l'humilité de penser que chaque fois que vous rentrez en position, il y a quelqu'un en face qui prend la position inverse et qui fait la contrepartie, et que par conséquent, il n'y a pas de raison que vous ayez plus de chances d'avoir raison que lui. Donc, à marché, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un vendeur, il y a un acheteur. À chaque fois que vous prenez position sur le marché, il y a quelqu'un en face qui pense l'inverse de vous. Donc, il faut avoir l'humilité de penser que c'est peut-être lui qui a raison et pas nous. Donc,
quand vous prenez position sur le marché, il faut le faire de telle façon à ce que si vous avez tort, eh bien, votre portefeuille ne sera impacté que de 1%, voire 1,5%, voire à tout casser 2%. Il ne faut jamais que vous preniez une position qui, si elle s'avère inexacte et que c'est une position qui vous fait perdre de l'argent, vous perdiez 10, 15, voire 20% de votre portefeuille sur une idée. Le secret du succès en trading, ce n'est pas d'avoir raison souvent, c'est de gérer correctement son portefeuille de telle manière que sur la durée, vos trades gagnants finiront par vous faire gagner plus d'argent que vos trades perdants. Ça n'a aucun rapport avec le nombre de trades gagnants ou le nombre de trades perdants. Pourquoi? Parce que si quand vous faites un trade gagnant, vous gagnez 5 et quand vous faites un trade perdant, vous perdez 0,5, vous voyez que vous pouvez faire beaucoup plus de trades perdants que gagnants et vous gagnerez quand même de l'argent. Donc, pour répondre à notre auditeur, premièrement, il faut tailler sa position de telle manière à ce que le risque encouru ne remette jamais en cause la viabilité à long terme de votre portefeuille, donc des petites pertes. Et puis deuxièmement, moi, je ne sais pas quel est votre caractère. Je sais qu'il y a par exemple des gens qui tradent très bien avec des bougies en 5 minutes et à qui les bougies en 30 minutes ne conviennent pas du tout. Il y a des gens en dessous de 60 minutes, pour eux, c'est inenvisageable de prendre position sur le marché. Donc, on a des scalpers, c'est-à-dire des individus qui prennent des très grosses positions et qui jouent des très petits mouvements. Et puis, on a des traders qui s'apparentent plus à ce qu'on appelle du position trading, c'est-à-dire qu'ils rentrent des positions et ils essayent au maximum de profiter de la tendance. Donc, il n'y a pas de recette toute faite sur des bougies en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes. Vous pouvez bien trader et mal trader sur n'importe quel horizon de temps. Ce qui est très important, c'est toujours de mettre en résonance l'horizon de temps avec la durée de vos bougies. Si vous traitez avec des bougies en 1 minute, n'espérez pas prendre 80 points sur le CAC 40. C'est complètement illusoire. Si vous êtes sur des micro-bougies, ça veut dire que vous allez faire des micro-mouvements. Si vous êtes sur des bougies qui sont quotidiennes, vous allez essayer de prendre des mouvements qui s'établissent sur 3, 4, voire 5, même 10 jours. Si vous traitez sur des bougies qui sont hebdomadaires, ça veut dire que votre horizon de temps, il est sur 2, 3, voire 4 mois. Donc c'est très important d'avoir une cohérence entre l'horizon de temps de la bougie, c'est-à-dire une bougie en 5 minutes, et le gain que vous espérez faire sur le marché. Une bougie en 5 minutes sur le CAC 40, ça peut vous permettre, si vous prenez un petit swing, de prendre peut-être 15, 20, voire 25 points. Mais guère plus, parce qu'il risque d'y avoir des retournements qui vous ramènent au départ. Donc pour répondre à notre auditeur, après ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Il y a des personnes qui aiment scalper, il y a des personnes qui aiment au contraire attendre la formation de figures en intraday pour prendre position. Donc j'ai pas de réponse par rapport à ça. Ça dépend vraiment de la disponibilité que vous avez pour traiter sur les marchés. Ça dépend de votre caractère. Il y a des gens qui aiment frapper vite, prendre vite les gains. Il y a des gens qui aiment plus prendre leur temps. Donc après, il faut savoir qui on est pour savoir quelle configuration de marché on apprécie pour pouvoir finalement bien analyser et bien traiter. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une cohérence entre l'analyse que vous allez faire et l'intensité des émotions que cette analyse va générer chez vous. S'il y a trop d'émotions, vous n'allez jamais tenir votre position et vous allez toujours mal traiter. Donc il faut prendre des positions qui sont cohérentes avec votre tolérance au risque et aussi au gain. Donc tout ça, c'est un travail de découverte de soi, de découverte des marchés et d'arriver à mettre l'un en face de l'autre une personnalité avec un type de marché et un type de trading. Merci Voilà Mathieu, Laurent. j'ai répondu. Stéphane est, si je comprends bien sa réponse, satisfait par votre réponse très précise. Philippe était également d'accord avec vous sur les trades perdants et gagnants. Nous avons une nouvelle question donc d'Alexandre qui avait posé la fameuse question sur le Marubozu
auquel vous avez répondu en début de webinaire. Sa nouvelle question concerne la puissance de la vague Elliott numéro 3 dont vous aviez parlé la semaine dernière. Et il souhaiterait que vous nous montriez donc cette cette vague. vague. D'accord. Alors, c'est une bonne transition en fait avec les tendances. Euh, Là aussi, si vous voulez qu'on fasse un webinaire sur Elliott, sur découvrir Elliott, on pourra le faire ensemble. Il faut savoir qu'un mouvement héliottiste complet se structure en 8 vagues, en 5 vagues, excusez-moi. 3 vagues d'impulsion et 2 vagues de correction. Donc la vague 1 est une vague d'impulsion, la vague 2 est une vague de correction, la vague 3 est une vague d'impulsion, la vague 4 est une vague de correction et la vague 5 est une vague d'impulsion. Dans ce mouvement en 5 temps décomposé en 3 phases d'impulsion et 3 vagues d'impulsion et 3 vagues de correction, eh bien parmi les 3 vagues d'impulsion, la 1, la 3 et la 5, la 3 est la plus puissante. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que certains appellent, le cœur du mouvement. C'est-à-dire que pour essayer de faire un lien avec la psychologie des opérateurs, la vague 1, c'est la première vague de hausse, personne n'y croit. La vague 3, c'est la vague que tout le monde remarque et dans laquelle s'engouffre la majorité du marché. Le consensus est très très fort et les vendeurs sont littéralement, si c'est une vague, si c'est une tendance haussière, les vendeurs sont littéralement étouffés. Et puis la vague 5, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la vague des retardataires. C'est-à-dire ce sont ceux qui ont raté la vague 3 et après un petit repli de la vague 4, ils accompagnent le mouvement en vague 5 et puis après c'est terminé. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'en trouver une, par exemple, sur le S&P? Alors, regardez. On a ici un marché en 30 ans. Je vais nous mettre en ligne. Peut-être que ça, ce premier mouvement, c'est une vague 1. Pourquoi? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, donc ça serait une vague 1. Ensuite, là, on aurait une vague 2 de correction. Et ensuite, on serait dans la vague 3. Alors, on aurait la vague 1 de la vague 3, la vague 2 de la vague 3. On aurait une très grande impulsion, ça serait la 3 de la 3. C'est-à-dire c'est vraiment le cœur du mouvement. Et puis là, on serait en train de terminer la 3, on aurait fait une 4 et on repart en 5. Bon, c'est une analyse d'Elliott comme ça au pied levé. Je suis pas sûr qu'elle soit correcte, mais dans l'esprit, la vague 3, c'est la vague la plus puissante et c'est celle qui va déterminer donc c'est celle qui va avoir l'amplitude la plus importante dans l'ensemble du mouvement. Si par exemple on regarde juste ce mouvement ici, je vais zoomer. Voilà. Donc, on a ici la première vague d'impulsion haussière qui est importante. On a une vague 2 qui fait une sorte de flat. Ensuite, on a une vague 3 qui est un petit peu supérieure à la vague 1. Ensuite, on a une vague 4 et ensuite on a la vague 5. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par les vagues d'Elliott, il y a beaucoup de littérature sur Internet.
Il y a un livre sur les vagues d'Elliott qui a été écrit par Frost et Prechter qui donne un petit peu les directives pour compter les vagues de manière correcte. C'est un véritable exercice. Ça prend du temps de compter correctement. Il faut passer beaucoup de temps sur les charts pour arriver à identifier les différents mouvements. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la vague 3 n'est pas forcément la plus grande, mais elle ne doit jamais être la plus petite du mouvement en 5 temps. Si c'est la plus petite, ce n'est pas une vague 3, c'est autre chose. Ça veut dire que le décompte n'est pas bon et qu'il faut compter différemment. Donc voilà, pour répondre à cet auditeur, donc les vagues 3 ce sont les plus importantes et peut-être je vais le noter pour la semaine prochaine, j'essaierai de trouver des belles vagues 3 pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors Mathieu, si on a fini avec les questions, peut-être que je peux parler un petit peu des tendances. Plus de questions. Ok. Alors, on va revenir un petit peu à la théorie et on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est une tendance. Alors attendez, je vais chercher un autre graphique. Philippe qui fait remarquer, je fais juste une petite parenthèse, Oui, Laurent, je t'en prie. fait part de son avis et selon lui, ce qui est le plus difficile, donc, c'est de savoir où se trouve le début, puis la fin de chaque vague. J'imagine que cela, on pourra peut-être en parler la semaine prochaine si on reparle des vagues ensemble. Oui, si vous le souhaitez. Bon, la question de Philippe, c'est la question que tous les héliotistes se posent, hein, c'est-à-dire arriver à identifier correctement le début d'une vague 3, savoir compter correctement une structure en Elliott, c'est ce que les héliotistes passent leur temps à faire et il faut savoir que c'est difficile de maîtriser Elliott. Il faut également savoir que ce n'est pas du tout scientifique, c'est vraiment l'étude du comportement des opérateurs. Tout à l'heure, je vous parlais des retardataires, du cœur du mouvement, des contrariens. Les contrariens, c'est ceux qui payent les vagues 1. Les retardataires, ce sont ceux qui payent les vagues 2. Et ceux qui payent la vague 3, ce sont les trend followers. Okay, donc à chaque vague correspond une classe d'opérateurs avec un profil psychologique très particulier, puisque les contrariens en vague 1, ce sont des personnes qui aiment se mettre en face des anciennes tendances et qui parient sur l'émergence d'une nouvelle tendance. Et puis les opérateurs de vague 5, ce sont les frileux qui n'y croient jamais et qui finalement par la force des choses, finissent par rejoindre la tendance, sauf qu'ils attrapent le dernier petit bout de la tendance. Donc, vous voyez que ce qui fait marcher, ce qui fait fonctionner les marchés, c'est une foule, et c'est donc une agrégation de différentes psychologies qui, ensemble, vont donner une structure particulière au prix. Donc, savoir identifier le début et la fin des vagues, c'est ce qui fait le cœur de la compétence d'un héliotiste. Donc je ne suis pas sûr que je pourrais répondre à cette question en 45 minutes, mais je pourrais peut-être donner des pistes pour réfléchir, parce qu'effectivement, si on mêle à la lecture des vagues d'Elliott des indicateurs techniques et d'autres outils techniques, alors on essaye, ou plutôt on arrive à optimiser nos chances. Parce qu'il faut bien comprendre que quelle que soit la configuration en Elliott que vous allez avoir sous les yeux, quelle que soit entre guillemets sa pureté, sa beauté, les marchés, ce n'est pas scientifique. Ça veut dire que les plus belles structures pourront tendre des pièges et que c'est pas parce que vous allez avoir un décompte parfait que ça va forcément marcher. Il faut donc toujours essayer de faire converger différents indicateurs et plus on a de convergence d'indicateurs, on en parlera plus tard, mais Elliott avec des divergences baissières ou haussières, avec des moyennes mobiles qui se croisent ou qui au contraire sont bien parallèles, avec toute une série d'autres outils techniques, eh bien
quand on arrive à certains moments de marché où tout converge, là, ça veut dire que statistiquement, on a plus de chances de réussir son analyse ou de réussir son trade que si rien ne converge. Mais même comme ça, quand tout converge, il y a encore un delta qui fait que même si tout converge, on peut quand même se faire piéger. Donc, oui, pour répondre à la question de Philippe sur comment identifier le début et la fin des vagues, mais Philippe, c'est vraiment la patience, l'expérience, le temps passé, les trades perdants qui font que vous arriverez finalement à travailler correctement et ça prend beaucoup de temps. Alors, oui Je Mathieu. laisse Laurent donc, parler des tendances. On a une question de Vianney relative aux indicateurs que tu utilises et lesquels sont les plus efficaces selon toi. Si tu as le temps, en fin d'émission, D'accord, alors tu me le on va rappelleras en Mathieu. parler. Mais pour l'instant, je te laisse reprendre la partie un petit peu plus courte et moins Voilà, question. sur la tendance. Alors, Exactement. l'analyse technique permet d'identifier donc les tendances. Donc il faut savoir que une tendance, c'est quand il y a une alternance de phases d'impulsion et de phases de correction. C'est-à-dire que les marchés ne montent jamais en ligne droite. C'est une succession de hausse, après de baisse, et puis à nouveau de hausse si c'est une tendance haussière. Vous le comprenez assez facilement. Si c'est une tendance haussière, les phases d'impulsion sont forcément plus grandes que les phases de correction. Donc il faut comprendre que on a des mouvements qui sont dans la tendance et puis on a des mouvements qui sont de contre-tendance, des mouvements correctifs. Donc en fait, la tendance, elle est caractérisée par trois mouvements, ou plutôt, oui, on peut dire trois mouvements. On va dire le mouvement primaire, c'est-à-dire la tendance lourde, la tendance de fond. Ensuite, il va y avoir la tendance, le mouvement secondaire, c'est-à-dire les corrections intermédiaires. Et puis ensuite, il va y avoir les mouvements mineurs, c'est-à-dire qui ne changent rien, qui sont du bruit et qui sont des petites, ce sont les vaguelettes par rapport aux grosses vagues dont on parlait tout à l'heure. Alors, si on regarde ensemble ce mouvement ici sur Crédit Agricole, le chart que vous avez à l'écran, c'est un chart qui est donc en hebdomadaire sur 10 ans. On voit que depuis juin 2012 jusqu'à juin 2015, pendant 3 ans, quelle est la tendance? C'est une tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous avons une succession de creux et de sommets qui sont ascendants. Regardez, je vais vous les signifier ici. On a voilà, on a le premier creux ascendant par rapport à celui-ci. Ensuite, on a un creux, ou plutôt deux creux qui sont équivalents. Ensuite, on a un creux qui est plus haut, un autre creux qui est plus haut, un autre creux qui est plus haut. Vous remarquez qu'on n'a jamais de creux descendant. Vous voyez? Donc, c'est assez facile à identifier. On a des creux qui sont tous ascendants et on a des sommets qui le sont également. On a un premier sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet. Ici, on a une hésitation, ce qui fait que ceci est une consolidation qui est malgré tout haussière parce qu'on continue d'avoir des creux qui sont ascendants. On reprend le mouvement jusqu'ici et puis là, on voit que le marché change un petit peu. Pourquoi il change? Il change à partir de là. Je voudrais que vous regardiez ce marché pendant quelques secondes et que vous me
disiez, que vous réfléchissiez, pourquoi le marché, ici, il change de physionomie, ici et ici. Pourquoi le marché change de physionomie, ici et ici? Regardez et réfléchissez. Qu'est-ce qui est différent ici et ici qui n'existait pas avant? Bien, vous voyez On a ici. Stéphane qui nous dit que Oui, le, vas-y Mathieu. on vient taper sur la résistance. Exactement. C'est-à-dire que ici, on a un marché qui échoue à faire un nouveau plus haut. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une tendance, par exemple, haussière, c'est un mouvement avec des sommets et des creux ascendants. Or ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le précédent sommet devient résistance. C'est-à-dire que le précédent sommet devient une zone de vente. Ça veut dire qu'on a des opérateurs ici qui ont tenté, on le voit avec la mèche haute, maintenant vous savez reconnaître les mèches hautes, vous avez des opérateurs qui ont tenté un breakout et qui ont tenté d'inscrire un nouveau sommet. Et là, il y a eu une pression vendeuse suffisamment importante pour que les opérateurs ne soient pas en mesure de garder les prix à l'extérieur du range et au-dessus du précédent sommet. Et il y a eu en fait une offre beaucoup trop importante qui fait que les cours sont repartis à la baisse. Et là, on a également un changement. C'est-à-dire que on avait des creux qui étaient toujours ascendants, et là on a des creux qui sont équivalents. Donc là, on a autre chose qui est en train de naître. On a ici ce que les analystes techniques appellent un trading range, c'est-à-dire une zone de support qui a été testée et validée plusieurs fois, et une zone de résistance qui a également été validée et testée. On a 2 points de contact et là on en a plus. Alors, les tendances donc évoluent avec des creux et des Laurent, sommets qui sont ascendants. je, Oui Mathieu. je t'interromps. Stéphane donc, rebondit sur une des remarques et demande est-ce que l'on doit prendre en compte les mouvements politiques et autres pour comprendre. Alors, j'ai pas la fin de sa question. Euh, Alors, Stéphane. Stéphane, réécrivez votre question à Mathieu pour me laisser le temps de finir. Donc, on a ici un mouvement ascendant et puis ici on a un mouvement latéral. Alors, ce mouvement latéral, c'est ce qu'on appelle en analyse technique une période d'accumulation ou une période de distribution. Et l'analyse technique favorise la continuation de la tendance, donc dit que c'est a priori un moment de continuation, d'accumulation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des cours qui sont passés globalement de le point bas autour de 2,50 et qui ont progressé jusqu'à 11 euros. Ok, donc c'est des cours qui ont fait plus que x4. Okay, c'est tout à fait légitime que quand on a une progression pareille, on ait des opérateurs qui se posent la question de savoir s'il y a encore du potentiel sur le titre et qui sont bien évidemment tentés de prendre leurs bénéfices, ou en tout cas une partie de leurs bénéfices. Et donc, on va avoir ici des opérateurs qui vont avoir du mal à continuer de payer. Pourquoi? Ben parce qu'ils doutent de la capacité du titre à continuer la progression haussière. Quand vous achetez une action, c'est pas comme quand vous achetez un bien que vous pouvez consommer. Une action ne vous sert à rien. Vous l'achetez uniquement parce que vous pensez que son potentiel de hausse est significatif et que vous aurez donc l'opportunité de la revendre plus cher que ce que vous l'avez payé. C'est pour ça que vous allez acheter une action. Je mets de côté tout l'aspect investissement qui correspond à des problématiques totalement différentes. Mais les opérateurs de marché qui sont sur Crédit Agricole à ce moment-là peuvent douter de la capacité de la banque à encore délivrer
des caractéristiques qui font que le cours de bourse va continuer de s'apprécier. Donc les cours stagnent. Et puis à un moment, il va y avoir un nouveau consensus qui va émerger, et donc les opérateurs vont être convaincus que finalement le potentiel de hausse est toujours là. Et donc c'est pour ça qu'ils arrivent à franchir ce niveau de résistance. Donc on a des tendances qui se développent et qui sont parfois interrompues, mais qui ne sont pas retournées par des phases d'accumulation ou de distribution. C'est une phase d'accumulation quand le marché sort par le haut, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez, je vais vous montrer un autre moment de marché qui est complètement différent. Regardez cette petite consolidation ici. Là aussi, on est sur un moment où on a des opérateurs qui prennent leurs bénéfices, qui tentent de sortir par le haut, et puis il y a une pression vendeuse très importante qui se manifeste et les cours repartent à la baisse. La différence entre cette consolidation ici et celle-ci, c'est que ici c'était une consolidation qui s'apparentait à de l'accumulation, alors que ici c'est une consolidation qui s'apparente à de la distribution. C'est-à-dire que là on est sorti de la conso par le haut, alors que là on sort de la conso par le bas. Et ça veut dire que quand on sort d'une conso comme ça, qui dure plusieurs mois par le bas, ça veut dire qu'on a potentiellement une tendance qui se retourne. Alors, sur cet horizon de temps que vous avez à l'écran, la tendance se retourne, mais tant qu'elle n'a pas cassé le précédent support, on va dire que elle redevient neutre. Mais c'est quand le dernier support est cassé qu'on peut affirmer que la tendance s'est retournée et qu'elle est devenue négative. Donc, on va s'arrêter là sur les tendances, mais en synthèse, il faut retenir que on a toujours trois mouvements dans une tendance. La tendance majeure, c'est-à-dire toute la hausse que vous voyez ici, qui est interrompue par des mouvements de contre-tendance que vous voyez ici, que vous voyez ici, que vous voyez même ici, ici. Ces mouvements de contre-tendance, ce sont des mouvements correctifs. Et puis le troisième mouvement, c'est un mouvement mineur qui est tout petit et qui lui ne change rien. Dans une tendance haussière, il faut chercher les creux ascendants et les sommets ascendants. Et quand on voit qu'il y a une interruption de cette séquence directionnelle de creux et de sommets ascendants, alors on est peut-être sur une tendance qui est en train d'être neutralisée, voire potentiellement de se retourner. Et puis, quand on a une tendance qui se développe, on a parfois donc des figures qui apparaissent, typiquement des rectangles, comme on l'a vu ici, qui sont des figures de continuation latérale. Ces figures de continuation latérale, on ne sait jamais par où le marché va sortir. A priori, c'est des figures de continuation, mais vous le voyez, ici ça a été une figure de continuation, donc d'accumulation, mais ici ça a été une figure de distribution et donc de retournement. Donc voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on pouvait dire rapidement aujourd'hui sur les tendances en répondant également à vos questions. On pourra continuer la semaine prochaine si vous le souhaitez sur l'identification des tendances, qu'est-ce qui fait une tendance et surtout comment on voit qu'une tendance s'est retournée, parce que c'est ça qui est extrêmement important, et c'est là où l'analyse technique vraiment brille, j'ai envie de dire, de mille feux, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de constater le retournement d'une tendance, à part avec les instruments de l'analyse technique. Merci. Voilà Mathieu. Laurent, est-ce que tu peux rapidement répondre à Vianney concernant les indicateurs que tu utilises Oui. pour tes analyses? Alors, qui seraient éventuellement les plus efficaces ou pas selon toi? C'est assez personnel, mais alors d'abord, il faut savoir que il y a énormément d'indicateurs techniques. Quand je dis énormément, ça veut dire qu'il doit y en avoir au bas mot, vraiment au bas mot, une centaine, voire peut-être même 150. Donc, dans cette multitude d'indicateurs techniques, c'est difficile de savoir lequel est le bon. Et la réponse, c'est que ils se valent à peu près tous. C'est-à-dire qu'il y a des familles d'indicateurs. Ça, il faut bien le comprendre.
il y a des indicateurs qui montrent quelle est la puissance directionnelle. Il y a des indicateurs qui montrent au contraire les mouvements de surachat et de survente. Donc il faut savoir quelles sont les différentes familles d'indicateurs. Et ça, c'est très important parce que si vous utilisez plusieurs indicateurs de la même famille, vous allez avoir l'impression que tous les indicateurs confirment votre point de vue, mais en fait, comme tous les indicateurs appartiennent à la même famille, ils ne font que dire la même chose et en fait, c'est redondant. Donc, c'est très important d'avoir des indicateurs de surchauffe, des indicateurs de tendance et de voir effectivement comment travailler, comment les combiner. Moi, j'utilise le RSI, mais je ne pense pas que le RSI soit mieux qu'un rate of change ou qu'un autre oscillateur. J'ai simplement choisi le RSI. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout de vous focaliser sur le prix et pas de mettre plusieurs, voire trop d'indicateurs sur votre graphique. Parce que parfois, j'ai vu effectivement des analystes ou des traders qui étaient souvent débutants, qui se rassuraient en mettant beaucoup d'indicateurs. En fait, il faut surtout se focaliser sur le prix. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché qui fait que le prix fait ce qu'il fait. C'est beaucoup plus important que n'importe quel indicateur. Ensuite, les indicateurs, c'est secondaire. Ils viennent confirmer votre diagnostic. Mais donc, il y a le RSI, il y a le MACD, il y a les indicateurs de Tom DeMark, il y a la DX qui mesure la puissance directionnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de choisir son indicateur et de travailler cet indicateur et de polir sa compréhension avec cet indicateur. Euh, il faut, moi par exemple, je travaille beaucoup avec ce que je vous disais, le RSI. Le RSI, je le connais par cœur. Ça veut dire que j'ai même, à la limite, j'ai même plus besoin d'avoir un RSI sur mon chart pour pouvoir identifier une divergence haussière ou baissière. Et je comprends vraiment comment excusez-moi, comment le RSI est construit, je comprends la formule mathématique du RSI qui n'est pas du tout compliquée. D'ailleurs, la majorité des formules des indicateurs sont à la portée de n'importe qui passe un peu de temps. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous choisissez de travailler avec le MACD, vous choisissez de travailler avec le CCI, avec un RSI, avec un rate of change, peu importe. Mais ce qui compte, c'est de comprendre ce que l'indicateur indique, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre comment vous devez interpréter ce qu'il vous dit pour ne pas vous fourvoyer et vous faire croire qu'il vous lance des signaux qui sont en fait erronés. Typiquement, j'entends parfois des gens qui me disent le RSI est suracheté, le marché va baisser. C'est une lecture totalement fausse du RSI. Donc il faut comprendre comment un indicateur est construit pour pouvoir l'interpréter correctement et pour le comprendre, il faut le travailler et donc il faut passer du temps dessus. Donc le seul message que que j'aimerais plutôt faire passer aujourd'hui par rapport aux indicateurs, c'est choisissez un indicateur, travaillez avec, essayez de comprendre s'il vous convient ou pas. Comment savoir qu'il ne vous convient pas? Si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre les messages qu'il vous envoie, ça veut dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et qu'il faut que vous en choisissiez un autre. Donc, travaillez les indicateurs les uns derrière les autres jusqu'à ce que vous en ayez un qui corresponde à votre façon de voir le marché, qui corresponde à votre sensibilité et à votre approche des marchés. Et quand vous l'avez, j'ai envie de dire, mariez-vous avec et utilisez-le tout le temps parce que vous allez vraiment comprendre toutes les subtilités qu'il peut envoyer et c'est là que vous allez faire de bonnes analyses. Merci Laurent. Est-ce que vous avez le temps de répondre à une dernière question ou est-ce que Ok, on une s'arrête là dernière. pour une dernière rapidement? Donc, question de Stéphane qui demande si, selon vous, les divergences du MACD sont importantes. Oui, les divergences pardon, de MACD peuvent être importantes, mais ça dépend encore une fois ce que le marché a fait avant pour pouvoir qualifier une divergence de MACD. Autrement dit, on cherche des divergences de MACD
quand on cherche à savoir si le marché est fatigué. Et on cherche par exemple une divergence baissière de MACD sur un marché haussier, quand on veut savoir si derrière le dernier sommet qui a été inscrit, il n'y a pas en fait une pression vendeuse sous-jacente, souterraine, qui peut annoncer une stagnation, voire un retournement possible. Donc les divergences de MACD, elles sont intéressantes, mais il faut qu'elles soient positionnées, et ça peut être l'objet d'un webinaire à part entière, il faut que le MACD soit dans une configuration particulière pour que les divergences de MACD puissent effectivement être significatives et envoyer un signal puissant. En fait, ce qu'on cherche, ce sont les signaux puissants. Ce sont les signaux qui vont nous permettre de filtrer tout ce qui s'est passé sur le marché et de pouvoir identifier avec le maximum de chances possible un retournement, voire une stagnation. Donc oui, il y a certains moments où les divergences de MACD sont extrêmement importantes, mais pas tout le temps. Il faut savoir à quel moment. Et ça, c'est pas quelque chose auquel on peut répondre tout de suite aujourd'hui. D'accord. Merci Laurent. Donc, Stéphane est content de la réponse et comprend mieux l'importance des divergences du MACD. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Merci donc à Laurent donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous effectivement d'avoir posé toutes ces questions parce que sans vous le webinaire n'a pas lieu d'être. Vous retrouverez Laurent donc mardi prochain lors de l'émission 100% marché et jeudi prochain avec moi encore une fois pour un nouveau webinaire sur les fondamentaux de l'analyse technique. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis, de vos remarques et à poser des questions donc, en nous envoyant donc, des mails. Et Laurent, bah, écoute, je te dis à bientôt alors. Eh ben, écoute, merci beaucoup Mathieu, merci à tous pour vos questions. J'espère que j'y ai répondu de manière satisfaisante. Et La puis, vie générale était plutôt, voilà, les gens étaient contents, les gens sont plutôt satisfaits. eh Les ben, écoute, webinaires sont intéressants, voilà, les réponses sont précises, donc c'est voilà, les gens sont contents. j'en suis très heureux et donc je vous donne rendez-vous pour un autre webinaire jeudi prochain à 17 heures. Bonne Parfait. semaine à Merci tous. beaucoup Laurent, merci à tous et n'hésitez pas à poser des questions, hein, ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaises questions. À bientôt, au revoir.